Bonjour Jean-François Baudin. Bonjour Nicolas. Alors je le disais, on va évoquer l'actualité à l'étranger ce matin et l'investiture de Donald Trump aux États-Unis puisque votre invité est Gaël Oui, Lagadec. Gaël Lagadec, bonjour. Maître de conférence, on va dire spécialiste des États-Unis pour faire bref, parce que vous êtes sur des thèmes très très pointus dans vos recherches. On va parler effectivement de cette investiture de Donald Trump qui arrive dans un moment particulier, dans des conditions particulières. On a l'impression, Gaël Lagadec, que Joe Biden s'est complètement effacé, qu'on ne parle plus de lui, que Trump a pris le pouvoir déjà depuis quasiment son élection. Est-ce que c'est un peu vrai? Est-ce que c'est un ressenti? Je pense que c'est la réalité. C'est aussi un ressenti au niveau américain, mais au niveau international. Et c'est quelque chose d'atypique parce qu'il ne peut y avoir qu'un seul président à la fois. Alors on dit dans ce genre de situation, quand le président ne se représente pas, entre l'élection de son successeur et sa fin de mandat, on dit aux États-Unis que c'est un canard boiteux, qu'il n'a plus toutes ses fonctions, mais il est quand même toujours à la tête du pays, il est visible, il représente les États-Unis. Et là, ça n'a pas été le cas. Il a été effacé par Donald Trump, qui a même reçu dans sa propriété de Floride des chefs d'État, des politiques pas que républicains, y compris démocrates, des chefs d'entreprise, etc. Et il a pris déjà le pouvoir, ne serait-ce que par ses annonces, en fait. Ces annonces deviennent des faits politiques. Alors quel type d'annonce par exemple? Bien, les annonces, si on prend au niveau interne, c'est principalement une lutte féroce contre l'immigration illégale, hein, dès les premiers jours. Dès le premier jour, a-t-il dit, en visant particulièrement le Mexique, mais aussi le Canada. Il y a aussi des engagements qu'il a pris, qu'il veut mettre en œuvre apparemment très vite concernant les droits des personnes transgenres, qu'il veut exclure de l'armée et des écoles publiques. Et au niveau international, c'est un peu lié avec l'immigration, mais il y a les tarifs douaniers qu'il veut imposer de 25% sur les importations venant du Canada et du Mexique, alors qu'ils sont pourtant tous les trois membres d'un accord de libre-échange. Il y a de façon très marquante la libération dont on a parlé tout à l'heure des otages à Gaza, le cessez-le-feu, puis la libération des otages, la libération des prisonniers palestiniens en contrepartie. Et tout cela, ça s'est fait évidemment sous son impulsion. Alors tout ça est prêt. Ça veut dire qu'à partir du moment où il sera investi, il pourra mettre en œuvre déjà cette politique. Il a l'intention d'aller très vite. Il a la majorité dans les deux chambres. Dans le Congrès des États-Unis, il y a la chambre basse, la chambre des représentants. Il a 220 sièges contre 215 pour les démocrates. Et dans la chambre haute, le Sénat, il en a 53 contre 47. Donc il a cette double majorité qui va lui faciliter les choses. Mais il a des pouvoirs exécutifs propres qui sont les décrets présidentiels, qui s'appellent Executive Orders, et qu'il entend signer dès le premier jour. On le dit d'ailleurs qu'il pourrait le faire dès le Capitole, c'est-à-dire sans même attendre d'être arrivé à la Maison-Blanche, tout de suite après son investiture. On part d'une centaine de décrets qui sont des ordres, des instructions données à l'administration fédérale. Donc là, c'est vraiment un mode de gouvernance, hein, de publier et de signer ces décrets. Oui, c'est pour affirmer la rupture immédiate. Il va aussi remettre en place des choses que Biden avait supprimées. Il va certainement s'en prendre à des politiques de protection de l'environnement, notamment pour les forages pétroliers. Il l'a annoncé, c'est entendu, c'est attendu. C'était d'ailleurs un de ses slogans pendant la campagne, on va forer comme des fous, quoi. C'est ce qu'il disait. Est-ce qu'on retrouve finalement le Trump de son premier mandat, c'est-à-dire America First? Est-ce que derrière les décrets qu'il prend, il y a toujours cette volonté de servir les Américains en premier? Oui, America First, c'est sûr, mais cette fois-ci, c'est beaucoup plus organisé. Et on peut penser que quand il a été élu en 2016 pour sa prise de fonction en 2017, il était un peu surpris lui-même. Et d'ailleurs, dans son administration, des centaines d'emplois sont restés vacants, parfois pendant des années. Cette fois-ci, ce n'est pas le cas. Il a annoncé déjà de très nombreuses nominations, souvent à des postes très stratégiques, hein, comme la Défense, le FBI, le ministère de la Justice, etc. Et on note que ce n'est pas la compétence qui est privilégiée, mais la loyauté vis-à-vis de Trump. Donc il est beaucoup plus préparé, son pouvoir est beaucoup plus fort. Et un élément qui est assez marquant pour le comprendre, c'est qu'au Congrès, dans les Républicains, 2 tiers des élus actuels ont été élus après 2016.
C'est-à-dire qu'ils ont été élus avec l'onction de Trump. Alors qu'est-ce que ça veut dire selon vous que Donald Trump soit mieux préparé, soit plus prêt? Ça veut dire qu'il a déjà une vision sur les 4 ans de son mandat, qu'il sait exactement où il veut aller? Oui, moi je pense que l'immigration va vraiment être la ligne rouge. Il a dit d'ailleurs qu'il conditionnait les tarifs douaniers à la lutte des partenaires contre l'immigration, parce qu'il y a l'immigration des personnes, mais il accuse aussi le Canada de faire entrer beaucoup de fentanyl aux États-Unis, donc cette opiacé qui fait des ravages aux États-Unis. Il a dit les tarifs que je vais instaurer resteront en place tant que le Canada et le Mexique réguleront pas ces flux. Et puis l'autre fil rouge, je pense que comme déjà ça l'était dans le premier mandat, ça va être la Chine, c'est-à-dire contenir la Chine. Et à ce titre-là, on peut quand même penser que cette priorité va déteindre sur la position américaine en Ukraine. Que Trump, il l'a dit souvent, l'argent qui part en Ukraine, déjà, il serait peut-être mieux utilisé pour sécuriser notre frontière avec le Mexique ou pour contenir la Chine. Ça veut dire qu'il pourrait essayer de mettre un terme aussi, parce que ça coûte cher, ce conflit entre la Russie et l'Ukraine. Il a dit d'ailleurs qu'il a essayé de faire taire les armes. Oui, il l'a dit. Il a dit d'abord pendant la campagne qu'il le ferait en 24 heures. Bon, il a dit maintenant que c'est un peu plus compliqué, que ça prendrait 6 mois finalement. Mais il est toujours dans cette optique-là avec toutes les cartes dans les mains, puisque il suffit qu'ils disent qu'ils ne veulent plus que les armes américaines frappent la Russie en profondeur, les Ukrainiens n'oseront pas le faire. Et du coup, ils vont se retrouver de plus en plus sur le reculoir par rapport à l'armée russe. Et la crainte pour l'Ukraine, c'est que leur soit imposée une paix par les États-Unis et qu'à défaut de cela, ce soit une défaite faute de maintien du soutien américain. Est-ce qu'on peut dire d'une certaine façon, même si c'est un raccourci, que c'est une bonne nouvelle pour le Kremlin que Trump arrive à la Maison-Blanche ? Bon, le Kremlin ne dit pas ça, évidemment. Ils disent qu'ils s'en fichent, que c'est pareil, les Américains, c'est méchant, de toute façon, qu'ils vont juger sur pièce. Mais ils ont dit quand même que Poutine voulait rencontrer Trump. Et on sait aussi, de façon quand même répétée, que Trump a une sorte, peut-être pas d'admiration, mais de sympathie pour les personnages, les leaders dictatoriaux, comme Xi Jinping en Chine, Kim Jong-un en Corée du Nord. Il a quand même rencontré Kim Jong-un, et aussi Vladimir Poutine. Donc c'est certainement plus positif pour le Kremlin d'avoir Trump que Kamala Harris. Alors revenons un peu sur la politique américaine. On a beaucoup dit à l'issue des élections du mois de novembre que l'Amérique était plus fracturée que jamais, qu'il y avait deux camps qui s'opposaient fortement. On a l'impression que ça s'est un peu atténué depuis l'élection de Donald Trump. Il y a eu une espèce de paroxysme au moment de l'élection et qui est redevenu plus dans la norme. Oui, mais il y a un effet de sidération quand même au niveau de la gauche, au niveau des démocrates, au niveau des médias également. Parce que c'est pas simplement une victoire qu'il a remportée Donald Trump, c'est une victoire par chaos. On avait parlé ici même plusieurs fois des États clés. Les États basculent, il y en avait 7. Il les a remportés tous les 7. Il a remporté les grands électeurs très largement. Il en faut 270, il en a 312. Et il a aussi remporté le vote populaire, puisque comme on sait aux États-Unis, on peut ne pas avoir la majorité tout en ayant la majorité des grands électeurs et être président. Donc il a gagné partout. Donc l'opposition, elle est KO debout, elle s'interroge. Qu'est-ce qu'elle a mal fait ? Notamment par rapport au progressisme, toutes les idées progressistes portées par les démocrates, on peut quand même penser que majoritairement la population n'en veut pas. Et puis il y a enfin un élément, c'est que les géants de la tech se sont tous ralliés à Trump, alors qu'il le combattait précédemment. Zuckerberg l'avait enlevé de son réseau de Facebook, il avait été enlevé de Twitter. Maintenant, tout le monde vient faire allégeance, finance sa cérémonie d'investiture. Elon Musk a mis 250 millions de dollars de sa poche dans la campagne de Trump. Donc ces gens qui ont un pouvoir hors norme, qui sont les plus riches au monde, sont maintenant extrêmement proches du dirigeant le plus puissant au monde. Et la question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'ils attendent un retour sur investissement ? Oui, mais... En gros, est-ce qu'ils attendent que la balle revienne, quoi ? Voilà, oui, c'est le propre du lobbying, bien sûr.
Et on va le voir très vite. Bon, on a déjà un indice avec le rôle que prend Elon Musk dans la nouvelle administration, puisque ce chef d'entreprise, parce que c'est ce qu'il est chargé de réformer l'administration fédérale. Donc c'est quand même pas sa spécialité. Il va essayer de mettre en place des techniques managériales pour faire au moins 1000 milliards de dollars d'économies. Tout ça est déjà un premier retour, un premier signal. Et puis, on verra également pour les contrats, les réglementations, etc. On voit aussi que déjà, ces gens qui sont des libertariens, ces géants de la tech, partisans de la liberté d'expression la plus absolue, et on voit déjà que Zuckerberg, par exemple, il a changé les règles de modération, que maintenant on peut associer LGBT et maladie mentale sur Facebook. Vous voyez, c'est plus du tout la même chose, et ça va dans le sens de ce qu'est devenu le Parti républicain sous Trump, un parti largement libertarien qui n'a plus rien à voir avec le Parti républicain libéral historique. Alors comment les démocrates vont pouvoir se remettre de ce qui s'est passé? Vous l'avez dit, ils ont quasiment disparu de la scène politique aujourd'hui, hein, ils sont minoritaires dans les deux assemblées, les deux chambres. Comment les démocrates peuvent se reconstruire? Est-ce que ça sera autour d'un programme, d'une personnalité? On sait que les choses sont très très incarnées aussi aux États-Unis. Oui. Ces personnalités, elles émergent souvent peu avant les élections. Hein. Le prochain candidat démocrate, on ne le connaît pas. Barack Obama, il avait émergé bizarrement de la primaire, etc. Bon, Biden, c'était différent, mais l'incarnation permet en grande partie la reconstruction. Mais il y a une question politique à trancher. Le sénateur du Vermont, Bernie Sanders, qui représente l'aile la plus à gauche du Parti démocrate, disait après la défaite, il ne faut pas s'étonner que les ouvriers oublient de voter pour nous quand nous, on a oublié les ouvriers. Et donc, le Parti démocrate a oublié sa base électorale traditionnelle, syndicale, ouvrière, en allant davantage sur les clientèles électorales ou perçues comme telles qu'étaient les minorités, tout en se rendant compte au final que les minorités ont largement voté Trump quand même. Gaël Lagadec, il y a une question pour terminer qui fait beaucoup couler d'encre, même si elle est sans doute pas très importante, c'est savoir si la cérémonie aura lieu à l'intérieur ou à l'extérieur du Capitole. A priori, c'est à l'intérieur, et a priori, on dit que c'est parce qu'il fait très très froid aux États-Unis. Est-ce que vous croyez à cette version? Alors, il y a un vent arctique, dit-on, qui déferle sur la capitale. On parle Donc il fait vraiment froid. Il fait moins 20 degrés apparemment, avec en plus c'est pas exceptionnel du vent. Dans cette région. Non, alors bon, ce qui est un peu étrange, c'est que Trump adore les grands meetings. Donc on pourrait penser qu'il est forcé d'aller dans un endroit plus petit, mais aussi, bon, c'est le sens de votre question, c'est évidemment beaucoup plus facile de protéger à l'intérieur qu'à l'extérieur. Il a quand même subi 2 tentatives d'assassinat, donc il est quand même plausible que le Secret Service ait insisté pour que ça se passe à l'intérieur. Et puis on peut dire aussi que, contrairement à la France où le président a autorité sur les services de sécurité, ce n'est pas le cas aux États-Unis. Le Secret Service a autorité sur le président quand il s'agit de sa sécurité. Gaël Lagadec, professeur des universités spécialisées des États-Unis, merci beaucoup d'avoir été notre invité ce matin. Merci.